Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. Pour les petits nouveaux qui nous rejoignent, nous sommes ensemble pendant 38 minutes. Et pendant cette grosse demi-heure, on va effectuer pas moins de 3 voyages inédits. En Turquie, au Maroc et à l'ouest des États-Unis aujourd'hui. Les Portugais ont dominé cette côte et ils ne se sont pas contentés de jouer au château de sable. C'est notre deuxième invitation au voyage. Sur la façade atlantique du Maroc, l'océan part à l'abordage. Ici, la mer est brutale. Elle creuse le rivage et ses falaises rouges. On ne s'étonne pas que les villes qui lui font face se soient retranchées derrière des murailles. Ces remparts sont en réalité la signature de la présence portugaise au Maroc. Au XVe siècle, celui des grandes découvertes, la puissante flotte portugaise va ouvrir la route des Indes. Ces marins réputés, comme Vasco da Gama, mettront le Portugal au tout premier plan des puissances coloniales. Pour y parvenir, le royaume commencera par regarder juste de l'autre côté du détroit de Gibraltar, le Maroc. En 1415, la campagne de la Reconquista qui chasse les Maures de la péninsule ibérique emmènera le jeune royaume du Portugal jusqu'à la ville de Ceuta, tout au nord du Maroc. Sous couvert de guerre de religion, le Portugal occupera le littoral marocain pendant 350 ans. De Tanger à Agadir, un chapelet de citadelles leur servira avant tout de tremplin vers l'Afrique, à la conquête des nouveaux mondes. Au nord d'Essaouira, au fond d'une baie, protégée par des falaises, la ville de Safi est l'un des premiers ports du Maroc. Les Portugais, conscients de ses atouts naturels, l'ont conquise en 1508. Ils en feront l'une des villes les plus importantes de leur royaume. Le Châteauneuf, aujourd'hui grignoté par le ressac comme un pâté de sable, était le haut lieu du pouvoir. Sa situation, dominant la mer, est à l'image de l'intérêt stratégique du littoral pour les nouveaux occupants. Le royaume portugais choisit une autre citadelle, située à une centaine de kilomètres au nord de Safi, pour se retrancher. Avec sa vaste baie, Mazagan, aujourd'hui appelé El Jadida, est un havre d'or et de lumière. Son port de pêche et ses ruelles sont toujours abrités par de puissants remparts. À la fin du XVIe siècle, Mazagan est alors le dernier bastion portugais. Les Portugais ont construit cette imposante forteresse de Mazagan parce que d'abord ils venaient de perdre définitivement Santa Cruz de Cap de Guir, c'est-à-dire Agadir, Safi et Azemour. Et donc le roi du Portugal devait sécuriser ses routes vers le cap de Bonne-Espérance et vers les Indes. Et il avait aussi l'espoir de reconquérir la côte atlantique marocaine. Et donc on a redoublé d'efforts pour faire une forteresse imprenable pour sécuriser ses environs. L'imposance de cette forteresse, les matériaux utilisés, leur solidité, ça témoigne que les Portugais ne voulaient pas quitter le Maroc. Mazagan symbolise le passage de l'Europe dans une nouvelle époque, la Renaissance. En 1541, la vieille citadelle médiévale est dotée de remparts en forme d'étoile à 4 branches. Mazagan est connue pour être l'une des premières villes idéales de la Renaissance hors d'Europe. C'est pour la première fois qu'on construit une forteresse avec des murailles qui ne sont plus rectilignes mais qui s'infléchissent en leur milieu, comme on peut voir. On n'a plus ces murailles de 2-3 mètres, mais nous avons des remparts d'une dizaine de mètres. L'épaisseur extraordinaire des murs fortifiés assure donc la protection de la ville face aux attaques permanentes. À l'intérieur, la survie des habitants qui vivent en vase clos est assurée par un système de récupération des eaux caché sous la médina.
On est là de l'intérieur de la fameuse citerne portugaise. C'est un joyau de l'architecture de l'Empire lusitanien. L'eau qui est actuellement sur le sol de la citerne, c'est en principe l'eau de pluie. Donc ça provient de l'eau de pluie à travers le puits de lumière qui est là. Ça reste dans le sol qui est bien ferme. Et ce qui fait le charme de cette citerne avec le reflet des nervures et des colonnes sur le sol. Cette citerne n'était pas une citerne au début, c'était un château, c'était un grenier entouré de salles d'armes avec quatre tours aux angles et une vie qui se déroulait sur la terrasse avec les bureaux de l'administration, le capitaine, une église de la miséricorde, etc. Mais c'est lorsqu'on a agrandi cette première citadelle pour devenir une vraie forteresse, donc il y avait l'utilité et la nécessité de trouver une ressource d'eau pour toute cette communauté portugaise qui allait atteindre les 2000 habitants, entre militaires et civils. Donc on a transformé ce premier château en citerne pour servir aussi bien pour les humains que pour leur bétail. Ces aménagements ont permis à la ville de résister jusqu'en 1769. Après un long siège, les Marocains reconquièrent Mazagan et ses habitants fuient vers le Brésil fonder Mazagao, sa sœur jumelle. Aujourd'hui, il existe encore un lien très fort entre les Marocains et ces 3 siècles d'histoire. À quelques kilomètres de Mazagan, devenue El Jadida, la petite citadelle d'Azemmour perpétue cette mémoire. À l'embouchure du fleuve Oumerabia, les hommes pêchent à l'ombre des murailles. Mais ici, le legs portugais est désormais porté par des femmes comme Chaïbia, qui depuis son enfance foule ces ruelles marquées du sceau lusitanien. L'occupation portugaise a laissé une empreinte importante dans l'histoire de la ville d'Azemmour. Ces traces ne se réduisent pas seulement à la muraille. On peut les découvrir à différents endroits de la Médina, en se baladant à l'intérieur de l'enceinte. Ce qui a attiré les Portugais dans la ville d'Azemmour est la lauze, un poisson de rivière dont ils étaient friands. L'économie autour de ce poisson était florissante à Azemmour à l'époque. Les Portugais ont donc établi un comptoir commercial ici afin d'expédier ce poisson vers leur pays. C'est dans la broderie, un artisanat majeur au Maroc, que l'influence du Portugal reste la plus prégnante. Près de 5 siècles après le départ des Portugais, la petite ville entretient cette fusion des styles. Le motif dragon est un héritage de la présence portugaise dans la ville d'Azemmour. On raconte que l'origine de la présence de ce motif ici résulte d'un échange entre un pêcheur marocain et un pêcheur portugais. Ce dernier aurait donné un drapeau comportant un motif de dragon, en échange d'un poisson de rivière local. Revenu chez lui, le pêcheur marocain a montré le drapeau à sa femme. Celle-ci a eu l'idée de reproduire ce motif en le brodant sur une pièce de tissu afin d'en faire une nappe. C'est ainsi que cette broderie devint plus tard une tradition et un patrimoine de la ville d'Azemmour. Très franchement, il est évident que la broderie d'Azemmour avec ce motif particulier est celle qui m'est le plus chère et qui me plaît le plus. J'en suis très fière. Les Marocains ont fini par s'approprier ces imposantes citadelles, tremplin des rois du Portugal vers la conquête de l'Orient. La rivalité entre ces deux pays, qui partagent un bout d'océan, appartient au passé.